je vous propose de débuter par un bref état des lieux de notre monde. Un pied dans le passé, un pied dans le présent, et puis on va essayer bien sûr de tourner notre regard vers les décennies à venir. Un état des lieux que je vais articuler autour de trois éléments principaux. D'une part, l'énergie qui est désormais indispensable au fonctionnement de nos sociétés. D'autre part, la dérive climatique enclenchée depuis environ 150 ans maintenant. Et enfin, l'évolution alarmante de la diversité du monde vivant qui nous entoure. Alors, pour une raison qui va se préciser tout au long de ma présentation, le point de départ de cet état des lieux concerne l'énergie, désormais donc indispensable au fonctionnement de nos sociétés, une énergie qui n'est rien d'autre qu'une mesure physique de notre capacité à transformer notre environnement. Jusqu'au XVIIIe siècle, année 1700 et quelques, les humains vivent dans un monde qui est 100% énergie renouvelable, à base de forces humaines et animales, à base de vent, d'eau et de charbon qui est produit à partir des bois des forêts. À la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, l'Europe occidentale va, dans le contexte de la révolution industrielle, que vous savez, et du fait de l'épuisement de ses ressources forestières, un épuisement quasi total à la fin du XVIIIe, début du XIXe, se tourner en quelques décennies vers différentes sources d'énergie, toutes riches en carbone, des sources d'énergie qui sont stockées sous terre et qui se sont constituées il y a de cela plusieurs dizaines à centaines de millions d'années. C'est d'abord évidemment à partir des années 1800 le charbon fossile, c'est-à-dire la houille, qui est une roche formée à partir de la dégradation de végétaux terrestres. Charbon auquel on va ajouter le pétrole à partir des années 1860, puis le gaz naturel à partir des années 1920. Deux combustibles formés à partir de la dégradation du plancton marin qui se dépose au fond des océans après sa mort. À ces trois énergies fossiles et carbonées va s'ajouter à partir des années 1960 l'énergie nucléaire, une énergie qui, elle, est non carbonée, qui est extrêmement concentrée, qui provient de la fission de l'uranium-235. Et enfin, également à partir des années 1960, s'ajoutent différentes nouvelles sources renouvelables d'énergie, notamment électriques, comme l'hydroélectricité, l'éolien, le photovoltaïque, et puis aussi divers types de biocarburants liquides ou gazeux, ou encore la géothermie. Alors pourquoi un tel changement, ou plus exactement, il faudrait dire un tel empilement de nouvelles sources d'énergie à partir du début du XIXe siècle? Une raison socio-économique, strictement socio-économique, très profonde, explique cette évolution. Cette raison, elle est liée à la puissance mécanique qui est fournie par le travail musculaire d'un être humain, une puissance qui est d'environ 10 watts pour les bras et 100 watts pour les jambes, ce qui représente une énergie mécanique comprise entre 10 et 100 kWh par an et par individu. Une énergie qui, payée au SMIC, représente donc un coût actuel compris entre 200 et 2000 euros le kilowattheure d'énergie humaine. En comparaison, la combustion d'un litre d'essence fournit environ 3 kWh d'énergie mécanique, ce qui met le coût actuel du kilowattheure d'énergie fossile aux environs de 50 centimes d'euros, c'est-à-dire quelques centaines à quelques milliers de fois moins cher que le kilowattheure d'énergie mécanique humaine. Et de fait, à toute machine, quelle qu'elle soit, est associée une puissance qui peut être convertie en puissance humaine équivalente. Par exemple, un aspirateur, c'est environ 100 paires de bras. Une voiture ou un tracteur, 750 paires de jambes. Un tractopelle, 10 000 paires de bras. Un poids lourd, 4 000 paires de jambes. Et un seul laminoir industriel, c'est la puissance de travail de 10 millions de personnes qui frappent sur des tôles pour les aplatir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Partant de là, la consommation énergétique d'un être humain, qui ne mange pas du charbon et qui ne boit pas du pétrole, évidemment, la consommation énergétique d'un être humain correspond à la consommation des machines qu'il ou elle utilise directement ou indirectement pour se nourrir, pour se loger, s'habiller, travailler, se déplacer, voyager, s'amuser, etc. À l'échelle mondiale, cette consommation énergétique individuelle est de 22 000 kWh par an en moyenne par individu, soit l'équivalent de 200 esclaves énergétiques par personne. En France, c'est 3 fois plus, avec une consommation moyenne de 60 000 kWh par an et par personne,
c'est-à-dire environ 600 esclaves énergétiques par personne qui en permanence travaillent pour nous sans même que l'on s'en aperçoive. Sans parler des catégories socioprofessionnelles les plus favorisées, qui, elles, vivent assistées de 1000 à 2000 esclaves énergétiques par personne. Ainsi, l'énergie, c'est durant les 2 derniers siècles ce qui nous a progressivement transformés en Superman ou en Superwoman, nous permettant de dédier de plus en plus de temps pour faire tout autre chose que d'assurer notre propre survie. Du temps pour étudier, du temps pour se reposer, s'amuser, voyager, se soigner, prendre sa retraite, etc., etc. Bref, l'énergie, c'est dans notre monde ce que nous appelons le progrès. Car de ce point de vue, vivre mieux demain qu'hier, ce qui est l'aspiration légitime de tout un chacun, c'est nécessairement consommer plus d'énergie demain qu'hier. Du moins, telle est la définition du vivre mieux que nous avons collectivement intégré dans nos vies sans même nous en rendre compte. Et de fait, l'augmentation de la consommation d'énergie a permis un certain nombre de progrès factuels au cours des 2 derniers siècles. On pourrait en lister des centaines, par exemple. Par exemple, le doublement de l'espérance de vie en Europe occidentale, une espérance de vie qui est passée en France de 40 ans en 1820 à 82 ans 2 siècles plus tard. Cela pourra sembler étonnant, mais cette augmentation est la conséquence directe de l'augmentation de notre consommation énergétique et donc de l'amélioration de l'hygiène et du suivi médical des individus tout au long de leur vie. Pensez par exemple au nettoyage des vêtements et des habitations, à l'utilisation de détergents, de pesticides, de savons, d'eau chaude et bien sûr à la fabrication de médicaments. Tout cela représente de gigantesques dépenses énergétiques qui n'ont cessé de croître au cours des 2 derniers siècles. De fait, sans la consommation d'énergie qui est la nôtre aujourd'hui, nous n'aurions pas le système de santé que nous connaissons. Et il en va exactement de même pour notre système éducatif, notre système de sécurité sociale, notre système d'assurance chômage, de retraite, que sais-je encore. Dans son organisation, comme dans son fonctionnement, notre société dépend intimement, profondément, directement de notre capacité à utiliser de l'énergie pour faire marcher les milliards de machines qui nous sont devenues petit à petit indispensables. Alors, bien sûr, on pourra dire qu'il est normal que la consommation mondiale d'énergie augmente au cours du temps, vu l'augmentation de la population mondiale. Et c'est vrai. Entre 1800 et 2010, la population mondiale a été multipliée par 7. Mais ce n'est pas suffisant, car en même temps, la consommation mondiale d'énergie a, elle, été multipliée par 54. Et la production de richesse économique, le PIB mondial, par 286, ce qui est en réalité une très mauvaise performance, étant donné qu'en même temps, la consommation énergétique moyenne des machines qui produisent l'essentiel de ces richesses a, elle, été divisée par 10. C'est donc bien la consommation d'énergie qui contrôle tous les autres paramètres de notre monde aujourd'hui. Contrairement à l'intuition, ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux que nous consommons plus d'énergie, mais bien parce que nous consommons plus d'énergie que nous sommes finalement plus nombreux. Et de fait, au rythme des dernières décennies, nous consommerons autant d'énergie, de matières premières et d'aliments au cours des 3 prochaines décennies, 30 ans, que nous en avons consommé cumulativement au cours des 10 000 dernières années. Alors pourquoi donc en est-il ainsi? Parce que, de fait, nous vivons depuis 2 siècles dans une civilisation thermo-industrielle qui est fondée sur notre capacité à exploiter diverses ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables, via la production et la consommation d'énergie. Exploitation et transformation de ressources naturelles qui nous permettent de produire des richesses économiques diverses, laquelle production génère de la croissance économique qui nous permet finalement d'exploiter et transformer encore plus de ressources via la consommation d'encore plus d'énergie. Et ainsi de suite, dans une course de la Reine Rouge, comme dans Alice au Pays des Merveilles, une course à laquelle tous les pays participent, chacun essayant de courir au moins aussi vite, voire si possible un petit peu plus vite que les autres, amenant ainsi tous les participants à courir année après année de plus en plus vite.
Alors évidemment, chaque étape de cette spirale a ses conséquences. Au premier rang desquelles, bien sûr, la diminution progressive des ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, une fatalité qui est comprise dès le début de cette histoire par des penseurs comme Malthus. Évidemment aussi, la production de déchets et donc de pollution. Car si dans l'univers rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ces transformations se traduisent obligatoirement par une augmentation de l'entropie d'une partie du système. Autrement dit, toute transformation génère nécessairement son lot de dégradation, voire de destruction. On ne peut pas y échapper. Une autre façon de dire que l'énergie propre, par définition, ça n'existe pas. Et finalement, une répartition de plus en plus inégale des richesses qui sont ainsi produites cause de l'augmentation des inégalités socio-économiques au sein et entre les États-nations. L'énergie joue donc, dans notre monde thermo-industriel, le rôle exact d'une drogue sur un organisme. Nous sommes individuellement et collectivement accros à l'énergie. Quand on en manque, on en souffre. Et de fait, nous sommes, sans même nous en rendre compte, en recherche permanente de notre dose d'énergie. Une dose toujours plus forte et qui nous rapproche de plus en plus de l'overdose. Et de fait, depuis 2 siècles maintenant, nous consommons année après année de plus en plus d'énergie, individuellement comme collectivement. Aujourd'hui, les principales sources d'énergie utilisées dans le monde sont des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel, qui représentent plus de 80% du mix énergétique mondial et encore 66% en France, en dépit de la forte part du nucléaire dans notre production d'électricité. Et comme pour n'importe quelle drogue, la consommation d'énergie a des conséquences, dont 2 majeures qui ont déjà commencé à nous affecter, que je vais maintenant vous présenter. D'une part, la dérive climatique et d'autre part, l'effondrement de la biodiversité. La conséquence climatique de cette hypercroissance énergétique est liée en premier lieu aux émissions de dioxyde de carbone, le CO2, qui est produit par la combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Le CO2, comme vous le savez, est un puissant gaz à effet de serre, c'est-à-dire un gaz dont la présence dans l'atmosphère empêche une partie de la chaleur accumulée sur Terre de repartir dans l'espace. Alors que la concentration atmosphérique en CO2 était très stable depuis plus de 10 000 ans, autour de 280 microlitres de CO2 par litre d'air, cette concentration décolle dès le début de la révolution industrielle pour atteindre 417 microlitres par litre au 1er janvier dernier, 1er janvier 2021, soit une augmentation de près de 50% en 2 siècles, à un rythme qui est toujours de plus en plus rapide. À ce jour, ce sont quelques 2300 milliards de tonnes de CO2 qui ont ainsi été libérées dans l'atmosphère par la combustion d'hydrocarbures fossiles, ce qui représente pour la seule année 2019 près de 37 milliards de tonnes de CO2, soit un rythme moyen de 1150 tonnes, c'est-à-dire plus de 1 million de kilos de CO2 émis chaque seconde par l'humanité, en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz. Et donc, le climat terrestre, inexorablement, se réchauffe du fait de l'augmentation en concentration de l'atmosphère en CO2. Ainsi, à l'échelle mondiale, la température moyenne a augmenté de près de 1 degré au cours des 140 dernières années, c'est-à-dire 1,6 degré de plus en 120 ans à l'échelle de la France et 1,4 degré de plus en 100 ans à Lyon. Un réchauffement qui a donc déjà commencé, et qui, de toutes les façons, va continuer, quoi que nous fassions dans les 30 ans qui viennent, du seul fait des émissions de CO2 que nous avons déjà réalisées. Ainsi, par exemple, il est d'ores et déjà acquis que le pôle Nord sera totalement libre de glace en été avant 2050, la plupart d'entre nous le verront, ou que plus proche de nous, à Chamonix, la mer de glace et le glacier de l'Argentière auront complètement disparu d'ici la fin du siècle. Du moins, si nous ne respectons pas dès maintenant l'ensemble des engagements qui ont été signés en 2015 à Paris, lors de la COP 21, des engagements que, soit dit en passant, absolument aucun pays au monde ne respecte actuellement, aucun et surtout pas la France. Alors très très clairement, ce réchauffement aura des conséquences majeures sur l'humanité. Ainsi,
Si nous prolongeons au XXIe siècle le réchauffement climatique des 50 dernières années, ce qui est encore aujourd'hui le scénario le plus proche de la réalité de nos émissions de gaz à effet de serre, alors, entre la moitié et trois quarts de l'humanité actuelle, 4 à 6 milliards d'individus sur la base de la démographie actuelle, vivra à la fin du siècle actuel dans des régions du monde qui connaîtront plus de 3 semaines par an de conditions climatiques mortelles. Je ne dis pas désagréables, hein, je dis mortelles pour un être humain, en quelques heures. Des populations qui seront évidemment forcées à migrer pour des régions plus favorables, vers des régions plus favorables, notamment l'Europe occidentale. Une situation dont on peut sans aucune difficulté imaginer les chaos socio-économiques et géopolitiques qu'elle pourra déclencher. Et évidemment, si c'est mauvais pour nous, ça sera bien sûr également mauvais pour tous les autres êtres vivants. Sous ce scénario climatique, c'est en effet la quasi-totalité de la zone intertropicale, c'est la partie du globe aujourd'hui la plus riche en biodiversité, qui va de plus en plus rapidement, au cours du siècle, devenir impropre à la vie de la plupart des espèces qui y vivent aujourd'hui. Et cela, quels que soient nos efforts pour préserver cette biodiversité, puisque évidemment, on ne va pas pouvoir protéger les êtres vivants contre la hausse du thermomètre. On peut les protéger de plein de choses différentes, mais pas de la hausse du thermomètre. Ce qui nous amène de fait à la deuxième conséquence principale que je voulais évoquer avec vous, c'est-à-dire l'effondrement en cours de la biodiversité. Au cours des 2 derniers siècles, 79 des 5500 espèces actuelles de mammifères, notre propre groupe animal, celui de fait que nous connaissons le mieux, 79 des 5500 espèces actuelles de mammifères ont définitivement disparu de la surface de la Terre. Au-delà de ces disparitions définitives, la moitié de ces mêmes 5500 espèces actuelles de mammifères ont vu leur effectif diminuer de plus de 60%. Et ce, là aussi, sur tous les continents. En France, les effectifs de mammifères sauvages ont diminué de plus de 75% depuis 1900. Au total, ce sont environ 20 000 espèces différentes connues qui ont disparu depuis 1800, tout type d'êtres vivants confondus. Animaux, végétaux, champignons, bactéries, tout type d'êtres vivants. Aujourd'hui, on estime qu'environ une espèce sur 4 est menacée d'extinction à très court terme, sur les continents comme dans les océans. Alors à cela, il y a 6 raisons principales qui sont toutes, directement ou indirectement, liées à la présence et aux activités humaines. En premier lieu, et pour près de la moitié des extinctions qui ont déjà eu lieu, c'est la destruction des habitats, notamment du fait de la déforestation, de l'assèchement des zones humides, de la destruction des fonds marins. Mais aussi la surexploitation des espèces, pour plus d'un tiers des extinctions constatées à ce jour, le changement climatique, qui pour l'instant est à l'origine de seulement 7% des extinctions, mais qui, comme on vient de le voir, va rapidement peser de plus en plus lourd dans l'équation. Et finalement, l'invasion d'écosystèmes par des espèces qui en étaient initialement absentes, différents types de pollution, les plus dangereuses à ce niveau étant celles qu'on ne voit pas et qui vont se concentrer le long des chaînes alimentaires, et puis différents types de maladies pour les quelques pourcents restants. Au total, nous sommes entrés depuis 2 siècles dans une phase d'extermination, une phase d'annihilation biologique, caractéristique des débuts de ce que l'on appelle une grande crise d'extinction globale. Nous en sommes clairement engagés. Nous y sommes clairement engagés. Alors cet effondrement en cours de la biodiversité, nous en vivons d'ores et déjà les conséquences. Et la pandémie que nous subissons depuis 1 an en est un exemple malheureusement parfaitement remarquable. La diversité du monde vivant, c'est en effet le meilleur rempart qui soit contre les zoonoses, c'est-à-dire la transmission d'un agent infectieux depuis une espèce de la faune sauvage vers les êtres humains, souvent par l'intermédiaire d'un animal domestique. Alors, le mécanisme est assez simple et on le connaît depuis quelques décennies maintenant. La chasse d'animaux sauvages pour leur commerce et leur consommation, couplée à la destruction de leur habitat naturel, aboutit d'une part à la concentration des pathogènes les plus contagieux dans les espèces sauvages survivantes, et d'autre part à un déplacement de ces espèces sauvages survivantes vers les zones périurbaines, autour des villes, où paradoxalement elles vont trouver refuge. Ce qui finalement se traduit par une augmentation des contacts entre animaux sauvages et domestiques,
et donc une augmentation du risque de transfert de ces pathogènes vers les humains. Au final, plus la biodiversité diminue, moins il y a de maladies infectieuses dans le monde, et pourtant, plus la probabilité de déclenchement d'une épidémie zoonotique va être grande, par effet de concentration et par effet de proximité. La conséquence de cela, c'est que la probabilité d'émergence d'une épidémie zoonotique dans une région du monde augmente directement avec le nombre d'espèces menacées d'extinction dans cette région. Ainsi, 70% des maladies émergentes et la quasi-totalité des pandémies observées depuis le début du XXe siècle sont des zoonoses, apparues dans des zones d'effondrement de la biodiversité, des zones identifiées en rouge sur cette carte. Et ici aussi, il n'y a pas l'ombre d'un doute à ce sujet. Vu la dynamique d'extinction en cours, la prochaine pandémie mondiale est déjà en cours de préparation quelque part dans une des forêts dévastées d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique. C'est une certitude, il n'y a pas de doute, même si on ne sait pas exactement quand et où ça va avoir lieu. Et franchement, on devrait d'ores et déjà sérieusement s'y préparer. Alors pour conclure, face à tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, passer la phase d'abattement, sinon de désespoir qui suit en général la prise de conscience de cette situation générale. On peut faire plein de choses, à plein de niveaux différents, dès maintenant. Alors plutôt que de vous proposer quelques listes d'actions individuelles ou collectives possibles, une liste qui va forcément être incomplète et que, en plus, qui risquerait, je pense, de fausser la discussion qu'on pourra avoir ensuite, je préférerais, pour conclure ici, poser un cadre général. Que faire? D'abord et avant tout, il me semble fondamental de s'informer. S'informer pour connaître et pour comprendre le problème. Parce qu'on ne peut rien faire d'efficace et d'utile contre un phénomène dont on ignore même l'existence. Et je ne parle même pas ici de comprendre ses causes et ses conséquences, juste son existence. Et s'informer pour transmettre, c'est-à-dire pour à son tour informer, expliquer, éduquer, militer, chacune et chacun avec sa sensibilité et ses centres d'intérêt. Parce qu'en démocratie, on ne peut évidemment rien faire sans une majorité. Et s'informer et transmettre pour enfin et urgemment agir. Agir ensemble. Agir non pas pour changer le système, il est déjà beaucoup trop tard pour cela, mais agir pour changer de système, c'est-à-dire non pas pour adapter l'existant, ça ne servira à rien, mais pour sortir de cette spirale de croissance productiviste et consumériste à l'origine de tout ce que je viens de vous présenter. Depuis 50 ans, la bascule a eu lieu en 1970. On sait très bien quand est-ce que ça a eu lieu, cette histoire. Depuis 50 ans, l'humanité consomme annuellement plus que ce que la Terre ne peut produire en un an. Il ne faut pas avoir fait des années d'études pour comprendre que ça n'est évidemment ni soutenable ni durable. Un gigantesque défi est donc devant nous. Il faut, par tous les moyens, inventer ensemble de nouveaux imaginaires, des imaginaires désirables en remplacement de l'imaginaire de croissance infinie qui structure aujourd'hui notre humanité, un imaginaire qui, au-delà de ces immenses défauts inégalitaires, nous précipite contre un mur en ne cessant d'accélérer, au rythme d'une croissance mondiale de 2 à 3% par an. Il nous faut inventer des imaginaires institutionnels, socio-économiques, des imaginaires anthropologiques, philosophiques, culturels, esthétiques. Et puis, c'est triste, mais c'est comme ça, il va falloir lutter. Il va falloir lutter pacifiquement, bien sûr, des luttes des idées, des luttes des intelligences, mais il va falloir lutter fermement pour leur défense. Sans quoi, la situation va devenir très rapidement totalement ingérable à l'échelle planétaire. Et je vais donc m'arrêter là.